Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau sur les émissions Agriculture et vous, les émissions qui parlent positivement de l'agriculture, viticulture, monde rural et tout le département de Saône-et-Loire. Édition 2022, donc on revient, on est en direct du château de la Greffière. On va chercher à comprendre si la Saône-et-Loire est attractive au niveau justement agricole, au niveau rural, au niveau des villes, au niveau du tourisme. Enfin voilà, on a plein de questions. Je vais faire un petit tour de table pour accueillir mes 4 invités du jour. Je vais commencer par Karine. Karine Tarr, je suis directrice générale adjointe à l'attractivité au département de Saône-et-Loire. Merci. Monsieur Courtois. Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon et président de l'agglomération Mâconnais-Beaujolais Agglomération. Jean-François Farinck, maire de Blanneau et président de l'association des maires ruraux du département. Marc Sangois, secrétaire général de la Chambre d'agriculture. Et voilà, je représente Bernard Lacour, son président. Merci Marc. Avant de commencer le petit tour le petit débat, on va lancer une vidéo sur Isabelle Grezard qui nous a bien gentiment accueillis ici au château de la Greffière à la Roche-Vineuse. Je travaille au château de la Greffière depuis 1984, année où je me suis mariée avec Vincent Grezard, le propriétaire du domaine. Quand on s'est mariés, on avait 3 hectares de vignes et petit à petit, nous avons agrandi l'exploitation. Nous avons en production essentiellement du Mâcon-la Roche-Vineuse, puisque nous sommes à la Roche-Vineuse. On a des Mâcon-Serrières, puisqu'on a un petit peu de vignes sur Serrières. Du Saint-Amour, puisqu'on a eu le plaisir de louer 7 hectares de vignes à Saint-Amour il y a quelques années. Et un cru qui est le Saint-Véran. Nous avons aussi une deuxième exploitation qui est le Château des Bois. Nous avons choisi ce domaine parce que ce sont des vins différents, on est beaucoup plus sur la minéralité et donc on peut satisfaire plus de clients grâce à ce deuxième domaine. Il y a 3 ou 4 ans, nous avons obtenu le label HVE, à haute valeur environnementale, et il y a 2 ans, nous avons entamé une conversion bio. Alors on a une clientèle étrangère, on a la chance d'être pas très loin de Mâcon. Il faut savoir qu'il y a quand même 50 000 personnes qui passent sur la Saône. On travaille beaucoup avec tous les hôtels, les chambres d'hôtes, les campings, les restaurants que l'on a dans notre giron. On s'est dit, il faut être différent des autres, être attractif. Et c'est à ce moment-là où on a décidé d'ouvrir le musée. Le musée a été ouvert en 2001. Et on a mis en place la visite déchets, visite du musée, visite de la cave, où on explique aux visiteurs comment aujourd'hui on travaille. En 2016, j'ai pris la présidence de l'Office du tourisme de Mâcon. Pourquoi est-ce que j'ai pris la présidence ? Bien simplement parce que j'avais envie que les viticulteurs sortent par le haut du tourisme. On est tous dans le même bateau, on a tous besoin des touristes et on a tous nos idées à apporter pour faire avancer le tourisme. Aujourd'hui, le Mâconnais commence à être connu et reconnu et c'est très très important. On est tout proche de la Suisse, tout proche de Lyon, à 1h 3/4 de Paris. On a tout pour pouvoir travailler avec les touristes. De retour donc sur le plateau d'Agriculture et vous. Marc, une petite question. Est-ce que l'agriculture est un facteur d'attractivité ou un repoussoir pour vous ? Alors bien sûr, c'est un grand facteur d'attractivité, l'agriculture en Saône-et-Loire. De part déjà, on peut commencer quand on arrive en Saône-et-Loire, on peut admirer ces paysages
avec son bocage charolais, et puis bien sûr ses vignes, hein, ses étendues de vignes et de céréales. Voilà, donc c'est la première attractivité. Ensuite, bien sûr, il y a tous les produits agricoles, viticoles, donc avec toutes ces AOP. Hein, on peut commencer par les AOP, les fromages du Charolais, le bœuf du Charolais, il y a la crème et le beurre, la volaille de Bresse. Bref, on pourrait en citer beaucoup. Et puis, bien sûr, pour finir, où je pense où il y en a beaucoup, c'est le vin. Hein, avec, Vous êtes viticulteur ? je suis viticulteur d'ailleurs, donc les vins du Mâconnais, les vins Mâcon, les Pouilly-Fuissé, les créments de Bourgogne pour les principaux. Et puis, j'oublierai pas la côte chalonnaise, bien sûr, avec le Givry, Mercurey, Montagny, etc. On est là en train de parler effectivement des grands produits, mais il y a quand même tout un travail d'entretien. On vous façonnez en fait les paysages. L'agriculture est là pour mettre en valeur aussi les paysages. Tout à fait, oui, de par entretenir les buissons, les prairies et bien sûr la vigne. Hein, il faut tailler la vigne, la relever. En ce moment, on est en plein dans le travail du relevage. Le rognage, c'est ce qui fait ces belles rangées alignées. Est-ce que vous trouvez que la Saône-et-Loire agricole et viticole est assez reconnue et est-ce qu'elle attire suffisamment de touristes ? Alors, je dirais pas. Je pense qu'on n'attire jamais assez de touristes, mais je pense qu'on y travaille de par le développement des circuits courts, hein, justement, pour mettre en valeur tous ces produits d'appellation ou de non-appellation. Hein. Et donc aussi, il y a aussi beaucoup de travail par rapport à les propositions de balades. Hein, il y a des gîtes aussi, des fermes qui font des gîtes, des balades. Et puis on a notre projet Cité des Vins, je regarde Jean-Patrick, qui devrait ouvrir l'année prochaine. Donc la Cité des Vins pour accueillir tous ces touristes, leur présenter les vins de Bourgogne et les renvoyer dans le territoire. Je vais justement me tourner vers Jean-Patrick Courtois. Expliquez-nous ce que c'est la Cité des Vins, parce qu'on connaît la Maison des Vins, mais la Cité des Vins. C'est justement à côté de la Maison des Vins, et c'était une organisation agricole, il faut le dire. C'est une initiative du BIVB, qui est une initiative publique, mais des viticulteurs, pour faire la porte d'entrée du vin, j'allais dire, lorsque l'on vient du Sud. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, qui a un double but. D'abord, de faire connaître les vins, d'expliquer aux gens comment la vigne se développe, comment le vin se fait, les faire découvrir, mais surtout, et Marc a parfaitement raison, de dire maintenant que vous avez vu cela à la Maison des Vins, vous pouvez partir dans les différentes communes rurales qui produisent du vin et que par là même, vous discuterez avec les viticulteurs et qui vous expliqueront les spécificités de chaque terroir. Puisqu'il est évident que ce qui est vrai à tel endroit n'est pas tout à fait vrai à tel autre. Au point de vue goût, c'est des subtilités, c'est tout un art de vivre, le vin. Et puis c'est en même temps un art architectural. Les bâtiments ne sont pas tout à fait identiques, il y a un art de vie, et donc tout ça, ça sera à la Cité des Vins. Et je voudrais remercier le BIVB d'avoir eu cette excellente idée. D'ailleurs, le département, l'agglomération y a participé financièrement. Je ne le regrette bien sûr pas du tout, mais bien au contraire, je voudrais féliciter celles et ceux qui en ont eu l'idée, parce que c'est quelque chose qui nous manquerait dans l'aspect touristique, mais aussi l'aspect économique, parce qu'on se sert du domaine touristique pour arriver après à avoir un impact économique. Et je crois que c'est une excellente initiative et qui sera, je le sais, vouée au succès. J'ai l'impression que ça ressemble en fait à votre philosophie, c'est-à-dire vous êtes maire d'une ville qui s'appelle Mâcon, une appellation reconnue de par le monde, et en plus, vous travaillez bien avec les communes alentours, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous savez, j'ai la particularité d'avoir été élu rural pendant 24 ans, d'une petite commune qui s'appelle Dompierre-les-Ormes, de 800 habitants. Puis je suis devenu maire urbain. J'ai toujours dit, et je le maintiens, et tous les jours de ma vie, je le dirai, la commune rurale n'a aucun avenir sans les villes. Mais les villes n'ont aucun avenir sans les communes rurales. Et tous ceux qui cherchent à opposer ville rurale, commune urbaine, se trompent de combat. On a fait pour vivre ensemble. Et je prends l'exemple de l'agglomération de Mâcon. Lorsqu'une entreprise vient, par le dynamisme des élus, les entreprises viennent, créent de l'emploi. Les employés, ils n'habitent pas forcément à Mâcon. Ils habitent partout. Et moi, je serais bien embêté s'il fallait que tout le monde habite à Mâcon. Je n'aurais pas les terrains nécessaires pour construire. Par contre, les communes rurales, elles ne pourraient pas non plus accueillir ce type d'entreprise, qu'il faut des moyens financiers considérables. Donc c'est bien par l'agglomération qu'on arrive à développer le territoire. Vous pouvez nous donner quelques exemples de projets que vous avez faits ? Moi, je pense aux Halles Saint-Pierre, parce que je pense à non, mais les Halles Saint-Pierre, parce que c'est des produits agricoles. Mais je vais vous dire, par exemple, l'entreprise Thomas qui fabrique des sacs Hermès, qui sera très cher à madame, va employer à terme 400 personnes. Les 400 personnes, elles vont travailler à Mâcon, certes,
Enfin, exactement, dire, il faut que je sois honnête, même pas à Mâcon, quand l'usine sera construite définitivement, elle sera à Charnay-les-Mâcon. Mais ils vont habiter partout. Lorsque vous faites venir des cadres, il faut leur trouver une qualité de vie. Et demain, par exemple, je fais partie de ceux qui disent qu'il faudra construire de belles villas dans toutes nos communes rurales pour justement que les cadres restent. Et les entreprises sont contentes parce que si les cadres viennent et qu'ils restent dans la région mâconnaise, c'est la stabilité de l'entreprise, c'est la stabilité de l'emploi. Et les gens, ils n'ont pas vocation à habiter tous à Mâcon. Et il faut arrêter de voir des limites communales comme des obstacles, comme des frontières. Il faut avoir une stratégie d'intercommunalité, une stratégie de territoire. Et le territoire rural, le territoire urbain d'ailleurs. Dans la communauté d'agglomération, on a même plus ce débat. Et je vois que la ville de Mâcon s'inscrit aussi dans ville de congrès, terre de jeux 2024. Qu'est-ce que ça va apporter justement concrètement à la ville sur le long terme ? À la ville, d'abord, c'est une reconnaissance internationale. Si tout le monde parle de vous au niveau international, c'est la publicité gratuite. Je dirais un mot tout à l'heure du concours des vins de France, parce que c'était une reconnaissance extraordinaire. Lorsque ces équipements seront faits, ça profitera bien évidemment aux associations mâconnaises. Mais indirectement, ça amènera des compétitions. J'étais ce matin avec l'escrime. On avait une conférence de presse avec l'escrime. On va avoir un très grand concours national sur l'escrime. On va parler de nous dans toute la France entière. Demain, viendra une équipe internationale en stage à Mâcon pendant 6 mois. Ça fait parler de la région mâconnaise. Et puisque je le disais tout à l'heure, vous aurez des retombées économiques. Prenez le concours des vins de France. Il a lieu à Mâcon, c'est exact. C'est des collerettes qui partent dans des millions de bouteilles, dans des dizaines de milliers de pays, avec le nom Mâcon et Noé. Ça profite indirectement au vin de Mâcon, puisqu'on parle de Mâcon. Même si la médaille d'or est un vin de Champagne ou de je ne sais pas où, peu importe, ça parle de Mâcon. Et ça, on le doit parce qu'entre le monde viticole, le monde urbain, on travaille ensemble. Et je suis très heureux de voir les concours des vins de France arriver tout le temps. Et pourtant, c'est des viticulteurs en dehors de Mâcon qui s'en occupent. Mais on voit bien qu'il y a la cohésion. Jean-François Varingue, vous êtes maire président de l'Union des maires des communes rurales de Saône-et-Loire. Est-ce que vous êtes d'accord justement avec ce discours ? Déjà, combien de communes rurales vous représentez dans votre union ? Il y a à peu près, la Saône-et-Loire est un département rural, il y a à peu près 500 communes rurales de moins de 2000 habitants en Saône-et-Loire. Et puis, et puis il y en a les 2 tiers qui effectivement sont adhérentes à notre association. Je peux confirmer l'attractivité de la Saône-et-Loire et l'attractivité du monde rural. Tous les collègues me disent on avait 2 maisons, 3 maisons à vendre, là c'est depuis ces dernières années, c'est tout vendu. Donc il y a des urbains qui arrivent. Et qui sont ces urbains ? Et je suis d'accord avec ce que vient d'expliquer Jean-Patrick Courtois. Ce sont des gens des villes. Alors, il y a des gens des métropoles. On a des gens qui arrivent de Lyon, qui arrivent de Dijon, qui arrivent de Paris, qui vont faire d'ailleurs pour partie du télétravail, c'est-à-dire qui vont vivre en Saône-et-Loire, pas 2 jours, mais 3 jours, 4 jours par semaine. Et puis on a aussi des urbains qui viennent des villes moyennes de Saône-et-Loire, qui viennent de Mâcon, qui viennent de Chalon-sur-Saône, et qui, à un moment donné, dans leur parcours résidentiel, ont envie de s'installer à la campagne, des cadres, des jeunes couples, qui ont envie d'avoir un petit terrain, alors pas forcément 1500 mètres carrés aujourd'hui, souvent ils font affaire avec moi, mais qui ont envie d'un mode de vie à la campagne, sous réserve d'être pas trop loin de la ville et de pouvoir aller facilement travailler à la ville, parce que l'emploi sera plus souvent à la ville qu'à la campagne. Il faut aussi des emplois à la campagne, mais souvent l'emploi est à la ville. Qu'est-ce que ça implique du coup pour vous en tant que maire ? Parce que j'imagine que nouvelle population, nouveaux besoins, est-ce qu'il y a des nouveaux services aussi, des vieux services aussi ? Alors les questions des gens qui viennent nous voir en mairie, très souvent, c'est très simple, ça tourne autour du numérique, parce que si vous voulez faire du télétravail, on vous demande est-ce que la fibre est arrivée ? Ça tourne aussi autour de la téléphonie mobile. Et là aussi, il s'agit d'expliquer que ça marche bien ou que c'est en voie d'amélioration proche. Ça tourne autour de l'école. Il ne faut pas que l'école soit trop loin ou que l'école soit éventuellement sur le trajet domicile-travail. C'est-à-dire on peut déposer les enfants à l'école en allant travailler. Et puis, dernier point, ça tourne autour de la santé. Est-ce qu'il y a un médecin ? Est-ce qu'il y a des spécialistes dans le coin ? Et là, la politique qui est menée par le conseil départemental est un vrai atout, parce qu'on sait très bien que sur la question de la santé, il y avait des zones blanches dans notre département. Il y en a encore un peu. On va peut-être d'ailleurs laisser parler Karine Targe. Justement, pour le département, vous avez innové sur les déserts médicaux. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette démarche ?
Oui, c'est une démarche qui a été initiée par le président Akari dès son élection. Donc première ouverture d'un premier centre de santé en 2018. Aujourd'hui, donc on couvre largement le territoire avec 6 centres de santé, 70 médecins généralistes et spécialistes aujourd'hui qui assurent un accès aux soins de premier recours. Effectivement, dans une situation très critique pour la Saône-et-Loire, de désertification médicale, un besoin criant de pouvoir retrouver un parcours de soins. Et donc ça rejoint le débat qu'on a aujourd'hui. C'est un élément déterminant de l'attractivité de notre territoire. Ça fait partie d'une des préoccupations majeures des Français, l'accès aux soins. Et ça participe aussi souvent de la décision quand on s'installe, qu'on soit un jeune couple ou qu'on soit un couple retraité qui veut parfois changer de vie ou investir sa résidence secondaire en résidence principale à l'âge de la retraite. L'accès aux soins, c'est un élément effectivement déterminant. Donc le département a largement investi cette question. On est en plein développement, on continue. C'est un sujet qui est complexe, mais qui nécessite énormément de moyens que le département a décidé d'investir depuis plusieurs années. Et sur le très haut débit aussi. Très au début, c'est un enjeu très important, puisque pour travailler, quelle que soit son activité, et pour un ménage, quel qu'il soit, l'accès au numérique est un élément déterminant. Donc ça fait partie aussi des priorités du département que de déployer la fibre sur l'ensemble du territoire. Voilà, ça fait partie des axes d'aménagement du territoire, mais qui participent de l'attractivité pour la Saône-et-Loire. Très bien. Moi, j'ai une petite question. Donc, qui dit nouvelle personne dit aussi intégration à un écosystème, on va dire. Est-ce que ça se passe toujours bien? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que vous êtes appelé à la rescousse de temps en temps, notamment peut-être par rapport à des conflits de voisinage avec les agriculteurs ou viticulteurs? Comment vous gérez la chose? Jean-François, Marc? Il y a 5-6 ans, oui, on a commencé à avoir un petit peu des conflits comme ça, des incompréhensions, on va dire. Donc on a organisé des réunions dans les villages avec un technicien de la Chambre d'agriculture pour expliquer pourquoi on traite, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans les vignes. On a mis en place une charte aussi de bon voisinage. Et bon, depuis, ça se passe quand même plutôt pas mal. On a rencontré donc les maires des villages. On a fait des réunions où c'était un peu compliqué. Et les gens comprennent ensuite et ça se passe bien. Et on a mis en place aussi une application qu'on appelle AgriCivis pour que les vignerons, les céréaliers, d'ailleurs, c'est pas que aux vignerons, et sur n'importe quel travail, que ce soit des vendanges nocturnes ou des traitements, on peut se servir de cette application pour prévenir nos voisins. Et vous commencez à dire que les vendanges vont être au mois d'août, là, c'est ça? Tout à fait, entre le 15 et 20 août, oui, pour les créments. Voilà. Et Jean-François, du coup, là, par rapport à votre rôle de médiateur entre... Oui, ce que Marc explique, c'est très important, parce que les néo-ruraux, comme on les appelle parfois, ne connaissent pas du tout, ou très peu, alors certains avaient peut-être des ascendants parfois dans la ruralité, mais connaissent mal le travail de la viticulture, de l'agriculture. Et les réunions pédagogiques dont parle Marc Sangois sont très importantes parce qu'elles font tomber la pression d'un cran. Et aujourd'hui, il y a une très forte sensibilité quand même sur la question des traitements. Il y a une sensibilité écologique qui progresse, qui est forte. Et puis, il y a de très gros efforts qui sont faits du côté des professionnels. Donc, il faut partager tout ça. Et donc, les maires, et notamment les maires ruraux, organisent cette médiation. Marc a parlé de la charte. Donc, il faut voir comment ça vit. On fait des réunions publiques en tant que de besoin. Après, il y a aussi d'autres soucis. Il y a ce qui est surprenant, c'est de voir parfois des néo-ruraux qui sont très exigeants sur le bruit, alors qu'ils arrivent de la ville, quoi. Et puis qu'ils étaient ils avaient un appartement au-dessus du feu rouge. Et donc, voilà, ils ont l'image du calme, de la sérénité. Et une intolérance du coup très forte au bruit, alors qu'ils supportaient ça sans doute de manière un peu plus... sans trop se révolter quand ils habitaient à Lyon ou à Paris ou dans des métropoles bruyantes. Donc là aussi, on fait notre rôle de médiation, puis on les appelle un peu à la raison quand il faut. J'ai l'impression de toute façon que les citadins qui habitent en ville sont très contents quand même d'avoir des paysages à proximité, d'aller se promener au grand site de Solutré, d'aller dans les vignes, d'aller dans les champs et les prés autour. Enfin, quel est votre avis, Monsieur Courtois? Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de monde rural et de monde urbain. Il y a un territoire et on habite sur ce territoire.
Et comme le dit Jean-François, il y a des gens qui habitent en ville, des gens qui habitent... Mais tout le monde se promène, tout le monde se délasse, tout le monde va aller voir un étang, tout le monde va aller voir des vignes, ne serait-ce que pour la beauté du paysage, pour prendre une belle photo. J'ai vu, par exemple, des jeunes photographes à Mâcon qui ont pris des photos merveilleuses de vignes à différentes périodes de l'année et qui sont exceptionnelles. On a forcément tous besoin les uns des autres. Je pars d'hypothèse, on est sur la même terre. On respire à peu près le même oxygène, c'est tout moins la même quantité, même s'il ne vient pas du même endroit. Et on est tous destinés à vivre ensemble. Donc la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on est capable, et notamment les élus, quels que soient les élus, pas forcément les élus politiques, les élus d'associations, est-ce qu'on est capable d'arriver à trouver un terrain d'entente qui nous permet de vivre dans de bonne convivialité entre tout le monde ? À partir de ce mois-là, les choses se passeront bien. Ça suppose, c'est comme dans une vie de couple, ça suppose que chacun accepte d'être tolérant et accepte de faire des concessions. Lorsque Jean-François dit effectivement des gens ne supportent plus rien en campagne, il faut savoir que moi j'ai été maire, je l'ai dit tout à l'heure, et j'habitais en campagne. La campagne est bruyante. Il y a du bruit en campagne. À 4h ou 5h du matin, il y a le camion du lait qui passe, il y a des chiens qui aboient, il y a des sortes de choses. Et quand j'entends les gens dire c'est un espace très, très calme en campagne, c'est pas vrai. La campagne a des bruits différents de ceux de la ville, mais a des bruits. Et donc il faut accepter. La campagne a des problèmes parce qu'effectivement, il faut bien que les viticulteurs, les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Il ne s'agit pas de mettre la campagne sous cloche. À la ville, il y a des problèmes, ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas du même ordre, mais ils ont à être réglés de la même manière. Et c'est par la tolérance, par l'envie de vivre ensemble qu'on arrivera à le faire. Donc en Saône-et-Loire, en fait, ça se passe bien. Je me tourne vers Karine, juste pour aussi expliquer la campagne qui va être lancée par le département, justement pour l'attractivité, puisque vous êtes en charge de l'attractivité. Quels sont les messages pour attirer justement des touristes, mais pas que ? Alors effectivement, il y a un volet touristique très développé qui est porté depuis plusieurs années par Madame Elisabeth Roublot, qui est la vice-présidente tourisme et l'attractivité. Une campagne qui met en valeur les paysages de la Saône-et-Loire, donc dans sa dimension bucolique et avec une marque territoriale qui s'appelle Route 71, qui est reprise, Route 71 de Bourgogne du Sud. On retrouve aussi beaucoup de viticulture. Voilà, qui est très connu des opérateurs et du monde agricole aussi, et puis des opérateurs touristiques, bien sûr, développée dans une application sur laquelle le département a beaucoup investi. Donc une campagne de communication qui a débuté dans le métro parisien et donc qui sera déployée aussi à Lyon, qui met en avant effectivement les paysages de la Saône-et-Loire, son côté bucolique, l'authenticité, le bien-être dans notre territoire. Donc ça fait partie de la notoriété aussi qu'on développe depuis plusieurs années. Cette attractivité, elle a déjà des retombées touristiques. La saison touristique a été très bonne en Saône-et-Loire l'année dernière. Elle s'annonce très bonne aussi cette année. On a de très bonnes prévisions. Mais l'ambition du département va au-delà. Voilà, donc c'est aussi de développer l'attractivité résidentielle. L'attractivité touristique y participe. Découvrir le territoire, c'est aussi commencer à l'aimer. Et l'enjeu, c'est de pouvoir accueillir de nouveaux habitants sur notre territoire. Et pour ça, on a énormément d'atouts. Notre cadre de vie est le premier atout, bien évidemment. Notre proximité avec certains pôles urbains. L'action de la mobilité. On a deux gares TGV, l'autoroute qui nous dessert, la RCEA. On l'a dit tout à l'heure, le département a beaucoup investi le très haut débit. Et puis, tout un ensemble de services. Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand on s'installe, on regarde si on a un médecin, si nos enfants peuvent aller à l'école, si on peut aussi avoir une vie culturelle, une vie associative riche. Et ça, c'est un élément important de la vie de notre territoire. Donc, le département crée un nouveau service d'appui aux associations qui ouvrira au 1er septembre. Ça fait partie aussi de la politique d'attractivité du territoire, que de dynamiser le tissu associatif, de l'appuyer dans ces événements, dans le lien social dont il est le vecteur. Ça passe aussi par une politique culturelle ambitieuse. Le département a des sites culturels. Vous avez parlé du grand site de Solutré, donc ça en fait partie. Je pourrais citer les grottes d'Azé, le château de Pierre de Bresse, alors qui n'est pas départemental, mais c'est un site culturel à visiter, exactement. Le centre Éden et puis le Lab 71 qui est à Dompierre-les-Ormes. Et donc ces structures aussi, nous avons pour ambition de les développer pour à la fois les habitants. C'est important aussi que nos habitants puissent profiter de nos structures, mais aussi pour
en faire des lieux de passage et de visite pour les touristes, et puis pour participer d'une vie locale dense, dynamique, qui est propice aussi à ce que des ménages viennent s'installer en Saône-et-Loire. Voilà, c'est un tout, je dirais. Et effectivement, ce cadre de vie, c'est important de le cultiver. Ça passe effectivement par l'image à Saône-et-Loire, sa notoriété, mais aussi par le développement de services publics de proximité, denses, de qualité, pour que les ménages puissent trouver réponse à leurs besoins en proximité. C'est une belle conclusion. Donc on a conclu que la Saône-et-Loire était attractive. Merci beaucoup à vous quatre. Avant de nous quitter, on va se faire une petite pause gourmande avec une recette proposée par l'interprofession bétail et viande, qui est une brochette d'agneau, saté, salade de papaye verte et carottes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission d'Agriculture et vous. Je vous donne rendez-vous, la prochaine émission sera le 22 juillet. Je remercie à nouveau tous nos partenaires, donc le département de Saône-et-Loire, la Chambre d'agriculture, Groupama et Crédit Agricole, et également Interbev pour la très bonne recette et les AOP gourmandes pour justement tous les ingrédients. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.